Avec nous aujourd'hui pour cet atelier. C'est donc l'atelier du groupe de travail de l'IA sur l'impact du changement climatique sur la santé. Et donc c'est un groupe de travail en fait qui vient de commencer. Enfin, on a commencé fin juin, donc les travaux datent surtout, on va dire, depuis septembre. Mais on a tenu à participer à la journée d'aujourd'hui pour commencer à partager avec vous nos premiers éléments. Alors déjà, le GT a été souhaité par l'IA et on était très motivés tous pour le porter parce que aujourd'hui, si on parle beaucoup de l'impact du changement climatique sur le volet IARD, on parle très peu de l'impact du changement climatique sur la santé et pourtant les impacts sont certains et sont, on va qualifier parfois insidieux à prendre en compte dès aujourd'hui. Donc c'est la motivation du GT. Il y a des choses que nous allons dire qui vont paraître, surtout une fois que c'est dit, comme des évidences. Toujours est-il qu'il nous semble important d'attirer l'attention dessus pour que chacun, à un moment donné, se pose et y pense. Et on l'espère qu'on sera tous après dans la réflexion et dans l'action pour nous occuper de ce volet, aussi bien côté impact du changement climatique que côté notre prise en compte de ces éléments en tant qu'actuaire. Alors, on est 5 membres du GT ici, chacun va se présenter. Donc, moi, je suis Voirana Ranaï-Vuzanani. Je suis associée chez Foresights. Je travaille depuis de nombreuses années, depuis mes débuts, on va dire, sur quasi exclusivement la prévoyance santé, donc très spécialisée. Et depuis quelques années, je porte le sujet durabilité au sein de Foresights. Bonjour à tous, Laurent Faucillon. Donc moi je suis actuaire conseil depuis 18 ans et directeur général de Fraeris. Donc, société de conseil en actuariat, et donc ma spécialité, c'est plus l'épargne retraite, mais je fais un effort tout particulier pour ce groupe de travail, compte tenu de l'enjeu et des sujets tout à fait intéressants qu'on y traite. Bonjour à tous, je suis Ribad Slim, je suis consultant actuaire chez Périclès Actuariel, et ça va être très court, ma carrière d'actuaire vient de commencer. Et sinon, mon mémoire, je l'ai réalisé sur les modèles pandémiques en assurance. Bonjour, je suis Élise Laurent, je suis actuaire consultante chez Périclès également. Donc j'ai effectué toutes mes années dans le conseil, surtout auprès d'acteurs de la santé. Et donc je fais partie du GT Impact du changement climatique sur la santé et principalement la partie plutôt quantification. Bonjour, et donc Thomas Boudinot, donc moi je suis actuaire depuis quelques années aussi et directeur général de la société AlphaWave qui est éditeur de logiciels et qui travaille beaucoup sur les données. J'en profite pour remercier aussi et penser à nos collègues qui participent aussi au GT et qui ne sont pas là. On est 5 représentants, mais il y a beaucoup d'autres personnes qui ont commencé à travailler, comme disait vous, c'est très récent. Et je vous invite, si ça vous intéresse, à nous rejoindre dans les 2 SGT qui composent le GT de l'impact du changement climatique sur la santé, donc un volet sensibilisation et prévention et un volet quantification. Peut-être qu'on peut passer sur le plan rapidement. Donc le plan de ce qu'on va vous présenter ressemble beaucoup à l'organisation qu'on a dans le GT. Donc la première partie va plutôt traiter de pourquoi on veut parler de ce sujet et où est-ce qu'on en est, donc sur le volet sensibilisation des actuaires sur le sujet et l'état des lieux un peu de ces impacts qui existent déjà et qu'on essaye de documenter, qui sont documentés par ailleurs, donc pour en parler, et de la prévention, de l'état des lieux de la prévention sur le sujet de manière générale. La deuxième partie qu'on a appelée impact quantifiable ou pas, va plutôt traiter des données qui existent et qui sont disponibles en open source et des données et des modèles qui ont déjà été travaillés sur le sujet pour donner un peu aussi un état des lieux de ce qui existe et de ce qu'on a trouvé. La troisième partie sera assez courte, va plutôt vous éclairer sur les axes et les livrables qu'on a envie de réaliser dans le GT. Donc c'est plutôt très opérationnel.
Donc sur ce premier slide, la première question qu'on s'est posée pendant le GT, c'est de quoi veut-on parler quand on parle de changement climatique et de ses impacts sur la santé. Donc quand on parle de changement climatique, on parle évidemment, c'est évident pour tout le monde, de dérèglement du climat. Et ce dérèglement du climat, il génère des impacts importants. Donc il y a des risques aigus et des risques chroniques principalement. Donc les risques aigus, ça va plutôt concerner les accidents, les blessures, les problèmes de santé, donc les maladies qui vont être dues au changement de fréquence et de sévérité des événements extrêmes. Donc dans ces événements extrêmes, on a les fortes chaleurs, les feux de forêt, les inondations, les conditions de météo graves comme les tempêtes. Donc c'est des choses qu'on connaît assez bien et que les gens qui travaillent sur l'IARD ont beaucoup déjà étudié, mais les impacts sur la santé un peu moins. Donc c'est l'intérêt de ce GT. Et sur les risques chroniques, qui est un peu complexe et un peu plus spécifique aussi à la santé, on veut se rendre compte des morbidités qui émergent sur une durée plus longue, qui sont dues aux tendances long terme du changement climatique. Donc on a quelques impacts sur la santé là, qui sont assez classiques, des maladies. Peut-être qu'on peut passer au slide suivant, qui est un peu plus détaillé, mais qui vous donne qui sort du rapport de février 2024 de l'Association de Genève, qui est très complet et qu'on a beaucoup regardé, qui fait le lien du coup entre ces conditions météo et climatiques qui s'aggravent, ou en tout cas qui évoluent, et les différentes pathologies. Donc on voit bien les liens qui ont été étudiés à ce niveau-là, et donc on se rend compte qu'il y a beaucoup d'études qui ont déjà été réalisées pour qualifier la morbidité des pathologies qui sont impactées par les effets du changement climatique. Donc je vous invite à regarder ça ou nous rejoindre si vous voulez en regarder plus précisément ces sujets-là. Mais ce qu'on a nous retenu en tout cas de cette première documentation, c'est qu'il y a une spécificité dans cette étude et une complexité qui réside vraiment dans la combinaison de deux composantes long terme. Le développement long du changement climatique et les impacts qui sont sur la santé, donc le développement de certaines maladies qui sont eux-mêmes long terme et qui ont des composantes chroniques. Donc voilà. Donc ici, quand on a voulu dans ce GT se poser la question de quoi faire et de sensibiliser les actuaires au sujet, s'est posé la question de ce qu'il fallait qu'on regarde, et donc du coup on a essayé de décrire et lister ces impacts de manière assez concrète, et donc ces impacts sont des maladies et l'origine de ces impacts. Et en fait la conclusion, et en tout cas ce qui arrive très vite quand on regarde ce qui existe comme documentation et tout ce qui a été déjà fait sur le sujet, on se rend compte que tout est lié, que tout potentiellement s'auto-alimente et que ça peut générer des effets multiples, mais qui s'auto-alimentent entre eux. Donc ici, on a listé quelques risques, on va dire, donc les vagues de chaleur, les incendies de forêt, les tempêtes, inondations, et un risque plus chronique, on va dire, de l'altération des saisons. Et quand on regarde, par exemple, je donne un exemple sur les incendies de forêt, et donc on voit que l'intensification de ces incendies de forêt peut par exemple provoquer des aggravations de la pollution, des problèmes respiratoires dans le cadre qui sont déjà dus à de la pollution. Donc ça va venir aggraver ces problèmes-là et ces pathologies-là. Et en fait, on voit tout de suite que, en parlant de ça, on a d'un côté la pollution qui elle-même contribue au changement et au dérèglement climatique et qui vient créer des effets comme le réchauffement global et du coup des incendies potentiellement plus nombreux et donc du coup des effets qui s'auto-alimentent comme ça. Donc c'est quelque chose dont on s'est rendu compte en regardant assez vite. Et donc le but du GT aussi, c'est d'aider à matérialiser ce qui se passe. Et pour cela,
on voit qu'on peut être amené à présenter des choses triviales, donc toutes ces imbrications peuvent paraître assez, comme disait Voï, assez faciles à comprendre et à matérialiser. Mais une fois qu'on a dit ça, on voit que la complexité de modéliser ces choses-là, elle est forte, et les réponses qu'on peut mettre en place pour enrayer des problématiques chroniques qui vont s'installer sur la santé, elles nécessitent des actions potentiellement de prévention un peu complexes et qui ne sont pas encore très avancées par les assureurs. Donc maintenant, dans la suite, les slides qui vont suivre, en fait, la question qu'on s'est posée, c'était et alors où en est-on, mais également à partir de où en est-on, se rendre compte de à quel point les préoccupations peuvent être ou doivent être importantes. Alors, si on parle des autorités sanitaires, le slide que vous êtes donc en train de voir, les autorités sanitaires s'en préoccupent beaucoup de l'impact du changement climatique, les impacts du changement climatique sur la santé. Le graphique que vous avez sur la gauche, en fait, c'est donc ça traduit la feuille de route de l'association. C'est une association qui regroupe 110 pays. Qui regroupe les instituts nationaux de santé publique dans 110 pays. 110 associations dans 95 pays. Donc en fait, cette association a une feuille de route dédiée au climat et à la santé. Et les 3 pôles, ça serait surveiller et évaluer, c'est-à-dire regarder quels sont les impacts du changement de climat sur la santé avec un volet recherche. Donc ils intègrent la recherche dedans. Le deuxième pôle, c'est réagir et faciliter l'action. C'est en fait accompagner les associations qui sont donc dans les différents pays pour être conseil aux décideurs politiques et pour aussi se préparer, regarder qu'est-ce qu'il faut faire pour se préparer en cas d'événements extrêmes de changement climatique. Et le troisième pôle, c'est de protéger, promouvoir et éduquer. Et c'est donc former les professionnels de santé, mais également nous former, nous, la population, sensibiliser sur la problématique du changement climatique et de la santé. En France, Santé publique France, qui est donc notre Institut national de santé publique en France, a dans un de ses 6 enjeux le changement climatique et la santé, dans la continuité de ce qu'on vient de dire là. Et dans ce qu'ils font, par exemple, tout à droite, ils font des prospectus en tout cas des documents qui visent à sensibiliser tout le monde, donc déjà à dire pourquoi la chaleur est dangereuse pour la santé, donc qui veut intégrer en fait la compréhension de la problématique à chacun, à tous les niveaux. Donc en expliquant déjà sur le premier en phrase, vous voyez, en donnant des détails, mais en disant aussi avec des chiffres, le nombre de décès supplémentaires, le nombre de passages aux urgences, etc. Santé publique France nous sensibilise aussi sur l'impact de la végétalisation, qui a 2 à 6 degrés de différence de température entre un endroit où on habite arboré et la ville. Et Santé publique France dit aussi conseille en tout cas, comment vivre avec ce nouveau climat, comment réduire la chaleur en ville, il faut boire de l'eau, il faut appeler ses proches, etc. Donc en fait, dans notre manière de vivre, les autorités sanitaires prennent tout ça très au sérieux. L'autre volet, c'est les acteurs territoriaux. Eux aussi, ils ont vraiment pris le sujet à bras-le-corps. Ici, on va illustrer avec deux slides, mais deux villes. Donc. Là, vous voyez un dépliant qui est distribué, enfin qui est en tout cas dans le sud de la France par le groupe régional d'experts sur le climat. Et cette association, en fait, s'adresse aux entreprises, aux élus, aux collectivités, etc., pour expliquer ce qui est sur
le changement climatique et la santé. Donc le premier, en tout début, vous voyez le changement climatique, enfin l'espèce de graphique qui s'enchaîne, qui dit c'est quoi le changement climatique et alors ça fait quoi et qu'est-ce que ça fait sur la santé. Après, ils se disent, alors c'est quoi les risques? Il y a deux types de risques. Le risque sur votre santé vous-même, mais en fait, le risque aussi pour que les professionnels de santé soient débordés. Donc, en fait, ça prend encore plus. Quel levier on pourrait utiliser pour, donc vous, entreprises, vous, collectivités, vous, acteurs territoriaux, pour en fait limiter ces problématiques-là, et qu'il faut travailler ensemble, comment on pourrait essayer de travailler ensemble pour en fait lutter contre les conséquences du changement climatique. Donc ça, c'était le Sud, mais à Paris, ça existe aussi. Alors la ville de Paris, ça fait déjà depuis 2004, on va dire, qu'ils sont engagés ouvertement dans la lutte contre le changement climatique. Et là, ils ont une boîte à outils à destination toujours des acteurs pour dire, en fait, illustrer comment, qu'est-ce que les entreprises et les institutions pourraient faire pour aider à lutter contre le changement climatique. Alors, il y a différentes manières de faire, donc ça s'appelle guide d'adaptation. Et si on prend quelques exemples qui ne sont pas forcément dans le guide de Paris, mais en tout cas de manière générale que nous, les GT, on a identifié, il y a la végétalisation, par exemple. La végétalisation, bon, je pense qu'on le sait tous et on l'a dit tout à l'heure, ça peut faire gagner 2 à 6 degrés de température. Il y a la végétalisation des toits, entre un toit en zinc et un toit donc végétalisé. Eh ben, on a estimé, ils ont constaté en tout cas à certains endroits 17 degrés de différence à l'intérieur en période de canicule. Il y a aussi les idées des peintures rafraîchissantes. C'est Nissan qui avait dit qu'en fait, avec leur peinture rafraîchissante, ils en gagneraient près de 5 degrés à l'intérieur de la voiture. Il y a aussi les toits rafraîchissants. Dans les Yvelines, il y a eu une expérimentation qui aurait montré qu'on peut gagner 6-7 degrés avec des toits peints en blanc. L'interdiction des voitures au centre-ville, le free cooling. Je ne sais pas si vous le savez, moi, avant le GT, non. Avec l'eau de Seine, en fait, il y a plusieurs bâtiments publics, donc les musées et tout ça, qui sont rafraîchis avec l'eau de Seine, qui sont... on prend l'eau de Seine, cette eau-là est rafraîchie de manière durable, avec de l'énergie durable, et ça transite en dessous de ces bâtiments, et c'est ça qui fait office de climatiseur, au lieu d'utiliser les climatiseurs qu'on connaît tous de manière plus standard. Donc ça, on voit vraiment que les acteurs territoriaux prennent le sujet très au sérieux et sont déjà très mobilisés dedans. Alors nous, les assureurs, donc là, on a parlé d'actions de prévention très concrètes qui existent déjà au niveau des acteurs sanitaires et des collectivités. Dans le cadre du GT, à ce stade, en tout cas, on n'a pas identifié d'actions concrètes de prévention menées par les assureurs. Alors, peut-être qu'il y en a, il faut encore qu'on cherche plus, mais ce n'est pas sorti en évidence comme pour les autres. En revanche, ce qui existe déjà et qu'on a bien vu, c'est qu'il y a des travaux qui commencent à être conséquents sur l'identification des risques et leurs mesures, avec notamment, par exemple, ce qu'on a voulu mettre pour illustrer ce qui a été fait par le rapport cité par Thomas tout à l'heure de l'Association de Genève. Cette association, en fait, avait cartographié les impacts du changement climatique par région du monde, et donc en mettant les types de maladies. Et notamment, ils ont ressorti la maladie, la santé mentale, la problématique de santé mentale pour l'Europe et à cause du changement climatique. Alors, ici, ce dessin, on n'avait pas vocation à vous expliquer ce qu'il y a à l'intérieur. C'était surtout pour montrer à quel point ce n'est pas si facile que ça de modéliser ce qu'on vient de dire. Même si on dit que... Enfin, en fait, on comprend le concept, mais le travail ne sera pas tout facile, même si aujourd'hui, il y a eu beaucoup de travail déjà qui a été fait par l'Association de Genève. Il y a aussi des mémoires d'actuariat qui sont faits. Il y a aussi AON qui avait fait des études qui ont permis d'ailleurs, qui ont été utilisées dans le cadre du stress test climatique de la CPR. Mais il reste beaucoup de travail à mener. Et en bleu, sur ce dessin, c'est donc l'impact du changement climatique sur l'environnement. Et en orange, c'est l'impact de ces impacts sur l'environnement, sur la santé. Donc déjà, c'est en cascade, mais en plus,
c'est imbriqué, c'est des effets composés, et c'est ça donc que nous allons essayer, nous les actuaires, de modéliser. Donc, pour estimer et commencer à faire les travaux de... Pour essayer de faire de la quantification de ces effets-là, on va donc avoir besoin de données. Et donc, la première problématique est effectivement de regarder un petit peu qu'est-ce qui existe en termes de données qui peuvent servir notre cause. Donc, si on regarde pour l'instant les données, alors on s'est surtout attaché à ce qui pouvait être disponible pour la France. Autant quand on regarde ou qu'on essaie de modéliser les risques climatiques en soi, ça peut être intéressant de regarder les données qui se passent ailleurs, mais dès lors qu'on veut faire un lien avec la santé, donc on aura besoin des données de santé ensuite, on va se cantonner à l'espace France. Et donc, si on regarde sur les événements climatiques, donc là on a retenu 4 pour l'instant, que ce soit les vagues de chaleur, les incendies, les événements de tempête ou les inondations, on a globalement des données assez disponibles pour ce qui concerne le territoire français, avec une granularité d'informations suffisante, aussi en termes d'espace, de temps. On a des données quasi quotidiennes sur les relevés de température et sur les tempêtes. En fait, on a des données quasi quotidiennes de vent. Donc, au-delà de l'effet tempête en tant que tel, même on va dire les coups de vent ou les effets vent sans qu'ils soient qualifiés de tempête et qui passent à la télé, on peut les capter là avec les données disponibles. Donc voilà, pas mal d'informations utiles sur les incendies également. Pour ceux qui ont suivi une des conférences de ce matin, j'ai entendu 2 choses très intéressantes aussi sur les incendies. Donc il y a pas mal de données disponibles avec des informations aussi très utiles sur la nature de ce qui a été brûlé, parce que ça peut changer aussi sur les gaz qui s'en dégagent. Et puis, bon, la source de l'incendie, on en parlait aussi ce matin, qui effectivement, du coup, peut mettre le doute sur le côté climatique de la chose. Mais bon. Cela dit, il y aura quand même des impacts sur la santé. Donc ça, ce sont pour les événements climatiques. Donc les événements en tant que tels. Ensuite, on aura besoin des données qui concernent la santé. Alors, des données publiques, il n'y en a pas 50 000 à ce stade pour ce qui concerne la France. Donc on a surtout regardé ce qui existait aujourd'hui dans la base d'Amir. Alors la base d'Amir, elle a des vertus, mais elle aura aussi des freins. Première chose, la base... donc elle contient, en termes de granularité d'informations sur la nature des soins, elle est assez intéressante. On peut avoir des informations relativement fines sur la nature des soins donc qui ont été utilisés et qui ont donc généré des dépenses. Alors une bonne granularité, c'est toujours à mettre avec un peu de recul. Ici, on a pris basiquement tout ce qui pouvait être lié aux maladies respiratoires, typiquement lié avec des événements de pollution. Donc là, on a pas mal d'actes. Alors après, il faut voir ce qui se cache derrière. Mais si on prenait quelque chose d'un peu plus spécifique, type allergie, tout ça, ça ne marche pas du tout. On n'arrive pas à identifier des actes spécifiques allergie. Parce que l'allergie, ça va être une consultation médicale standard, ça va être des médicaments standards. Enfin, standard. En tout cas, le code acte va être médicament. Donc, on ne va pas pouvoir identifier la pathologie via la nature de l'acte. Donc, pour certaines situations, on va être un peu bloqué. Et puis on identifie, encore une fois, on peut identifier la pathologie par le Kodak dès lors que c'est une pathologie un peu grave, on va dire. Sinon, ça va être rangé dans des actes classiques médicaux, paramédicaux. Donc on n'arrivera pas à identifier vraiment ce qui se passe. Ça, c'est une première chose. Ensuite, on a... qu'est-ce que je raconte d'autre après ? Oui, l'ambition, effectivement, sur notre sujet... il y a deux grands éléments qu'on pourrait être amené à modéliser. C'est d'une part, donc à partir du moment où on parle d'événements climatiques, un événement, une tempête, une inondation, un feu de forêt, c'est géolocalisé. Donc c'est-à-dire que l'événement a lieu à un endroit et donc ce qu'il faut arriver à trouver, c'est est-ce que ça a généré des dépenses de santé supplémentaires, a priori autour de cet endroit. Et donc pour ça, on aurait besoin de données de santé localisées. Donc la base d'Amir, elle aurait pu pouvoir le faire, mais en fait elle répond assez mal à la problématique, puisque pour des questions de confidentialité qu'on peut tous comprendre,
La base, donc elle contient des informations géographiques, mais une maille qui ne va pas nous permettre de travailler de façon intéressante, puisque ici les modalités du champ géographique de la base, ça donne ça, et donc on est en gros à une maille région, quoi. Donc ça peut être intéressant, mais ça risque d'être un peu juste pour pouvoir faire de vraies études. Donc le côté géographique de la base, donc de la localité du soin ou de la localité du patient, est une difficulté pour faire ce qu'on veut faire. Alors, il y a un autre axe d'analyse qui peut être intéressant, qui prend moins en compte la localité, parce qu'autant il y a un événement climatique qui génère à assez très court terme des dépenses de soins, puisque effectivement il s'est passé des choses, il y a une inondation, il y a des gens qui ont été malades, qui se sont cassés le bras, etc. Donc ça, on aurait pu faire le lien, mais il y a aussi tous les effets beaucoup plus diffus. Et donc c'est là que va être encore plus difficile par rapport à ce qu'on rencontre déjà comme difficulté, c'est d'arriver à capter finalement les dépenses de santé diffuses du fait d'événements climatiques uniques ou répétés. Et donc typiquement si on prend les incendies de forêt, effectivement, est-ce que de vivre dans le sud et d'avoir des incendies tous les ans et donc de respirer des particules pas sympas, est-ce que ça a un impact sur la santé? On a envie de dire oui intellectuellement. Après, comment on va réussir à capter ça? Et donc là, ça va être encore plus difficile. Alors pour le coup, la donnée géographique est peut-être un peu moins importante. Peut-être qu'on peut se cantonner de grandes régions comme on les a vues. Mais ça va être un peu... Voilà, la base d'Amir, elle identifie quand même... on a des freins pour utiliser cette base convenablement par rapport à ses objectifs. Et typiquement, c'est l'impossibilité, encore une fois pour des raisons de confidentialité qu'on comprend, mais de suivi du patient. On peut identifier des dépenses. Après, comment savoir que les dépenses, c'est la même personne? On ne peut pas le savoir. Donc c'est difficile de voir dans le temps, est-ce qu'il y a une détérioration de l'état de santé du fait d'événements. Pour l'instant, en tout cas sur les bases publiques, ce sont les difficultés qu'on rencontre a priori pour pouvoir faire des études un peu plus intéressantes. Après, il n'y a pas que la base d'Amir, il y a des bases sûrement beaucoup plus intéressantes privées, mais qui, pour les mêmes raisons de confidentialité de la donnée par rapport à des données de santé, sont sûrement difficiles à collecter et à utiliser. Et donc, on s'est posé la question, est-ce qu'il y avait d'autres sources de données en open data autres que la base d'Amir? On allait regarder sur le système national des données de santé. Il y a 5 sources. Donc, la première source, c'est la base d'Amir. Et ensuite, on a identifié ces 4 autres sources. Ces 4 autres sources, ce qu'on s'est rendu compte dans un premier temps, c'est qu'il y avait peu d'études, voire pas d'études sur le changement climatique et son impact sur la santé. On s'est aussi posé la question, avec ce qui a été identifié comme maladie, est-ce qu'il y avait un peu des études sur les pathologies? Donc c'est ce qu'on a regardé dans un premier temps sur ces sources de données. Donc dans un premier temps, il y a les data DRESS, donc c'est des données statistiques en santé et en social. On n'a pas vu d'études malheureusement sur les pathologies. On ne parle jamais du changement climatique, donc ça reste quand même assez limité. Pareil, sur le centre d'épidémiologie, sur les causes médicales de décès. Donc, nous, on se concentre vraiment sur la santé, mais ce qui était intéressant sur ce point-là, sur le décès, c'était de voir également qu'il y avait des études sur les pathologies suivant la région et les âges. Donc, comme on a parlé, Laurent, avec les régions, ça peut être intéressant de faire des études avec la pollution, les événements climatiques suivant la localité. Il y a aussi la plateforme donc, data.gouv où on va référencer les principaux jeux de données. Donc là, il y a un peu plus de données qui peuvent nous intéresser dans le sens où on a une étude sur les pathologies, sur le type de pathologie, le sexe, la région, enfin l'âge et le territoire. Donc ça peut nous donner une première base pour essayer de faire un lien entre peut-être des vagues de chaleur et des maladies respiratoires, cardiovasculaires, par exemple. Et les données hospitalières, donc là, ça reste quand même assez limité. On parle surtout des établissements de santé et on se rend compte on aura peu de données. Donc ces 4 sources de données nationales sont intéressantes, mais on a quand même peu d'informations. On se rend compte que ça reste quand même un sujet qui est très récent, où il y a peu d'informations et on se rend compte qu'il faudra peut-être surtout utiliser la base d'Amir qui reste quand même des données brutes. Et en complément, donc on a regardé à un niveau plus grand que le niveau national. Donc on a regardé au niveau européen et mondial. Donc au niveau européen, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une base de données Eurostat. Donc c'est une base de données sur beaucoup de sujets, dont la santé.
et on pourra peut-être s'en servir. Donc il va falloir qu'on étudie plus en profondeur pour pouvoir voir si on pourra peut-être élargir notre périmètre d'études au niveau européen. Et après, au niveau international, il y a une étude, une application qui a été développée par l'OMS qui s'appelle RQ+, qui permet de voir les effets sur la santé de la pollution, mais essayer aussi de voir le lien entre la concentration de polluants atmosphériques et les données santé. Donc voilà, ce sont des pistes pour nos recherches dans le cadre de la quantification sur la quantification et le lien, surtout avoir des données santé. Il te reste 10 minutes. 10 grosses minutes. Ok, bon, on va faire rapide. Couplé de ces données, il faudra aussi prédire ou essayer de prédire au moins l'avènement de tel événement. Et je vais vous présenter rapidement 2 types de modèles qu'on a pu recenser rapidement. Les premiers modèles qui se basent sur le machine learning, ici pour la prédiction de tout ce qui est risque inondation, de tempête et de grêle. Si vous avez fait de l'IARD, vous avez sûrement entendu parler de ce type de modèle, mais les autres types de modèles dont je voudrais me focus plus, ce sont les modèles pandémiques, parce que quand on ne pense pas directement que le changement climatique pourrait affecter tout ce qui est épidémiologiquement parlant, et du coup, si. Parce que toutes les maladies qui sont à base des épidémies et des pandémies sont des maladies qu'on appelle vectorielles. Ça veut dire qu'ils ont besoin de vecteurs ou d'hôtes ou d'agents qui vont eux-mêmes faire passer la maladie entre toutes ces populations. Et ce que fait le changement climatique, c'est 2 choses. D'un coup, il va changer les climats locaux, par exemple, dans certaines régions, principalement par exemple dans l'Asie du Sud-Est, et qui sont déjà propices au développement de populations de moustiques. Et si par exemple ce climat change, voit s'étaler sur cette région-là, même se déplacer, se translater, la population de moustiques va suivre. Et donc l'épidémie qui était locale va se déplacer d'une zone à une autre. De plus, on a des déplacements d'humains, parce que quand on parle de catastrophes naturelles, les personnes doivent bouger d'un endroit à un autre et du coup vont pouvoir eux-mêmes transmettre les maladies d'une zone à une autre. De plus que les catastrophes naturelles complexifient un petit peu le travail de détection de pandémies et d'épidémies, parce que le but principal c'est de sauver les gens, et s'il n'y a pas de gens, il n'y aura pas d'épidémie chez nous. Alors un premier modèle qui a été réalisé par une étude sous le nom de Impact of Climate Change on Global Malaria Distribution, ils essayent de projeter jusqu'en 2080, sous différents scénarios, RCP 26 jusqu'à RCP 85, la diffusion du paludisme sur la planète. Et on peut voir que déjà les pays de l'Afrique subsaharienne et quelques pays de l'Amérique latine n'ont pas été épargnés, mais aussi on peut voir qu'en Europe on est aussi touché par ça. Et sachant qu'une pandémie n'est pas locale mais globale, du coup, même si une partie du monde est plus touchée qu'une autre, au bout du compte, tout le monde pourra être touché par la maladie. Le modèle, les chercheurs ont clairement dit que ce n'est pas concluant à 100%, mais c'est déjà une première piste, et qu'ils arrivent quand même à essayer d'estimer le nombre de populations qui vont être affectées par cette maladie-là. Mais est-ce que le changement climatique ne pourrait être pas bénéfique à notre cause d'une pandémie ? En gros, il y a une autre étude qui a été réalisée aux US et en Chine qui nous dit qu'avec des hausses de température et une hausse de l'humidité, ça pourrait aider à ralentir déjà la transmission du Covid et donc du coup d'autres maladies qui se comportent comme le Covid, comme la grippe et l'influenza. On pourrait, alors en épidémiologie, pour donner une puissance à un virus, on parle du nombre de reproduction qui est noté R ou R0. Plus ce R est grand, plus ça veut dire on peut passer la maladie à une autre personne. Et eux, ils ont trouvé que pour la Covid, pour chaque degré Celsius, ça fait chuter ce R de 1,2%. Et pour titre d'exemple, la différence de température été-hiver dans la ville de New York est de 26 degrés, et donc ça fait chuter ce R de 31%.
Donc, pour conclure sur la partie plutôt quantification, on a identifié ces premières limites, donc c'est-à-dire qu'on a besoin de beaucoup de données, à la fois des données santé, des données climatiques, donc il faut aussi s'assurer de leur qualité. Il va falloir aussi avoir les ressources suffisantes pour pouvoir étudier ces données, vu qu'il y a beaucoup d'informations. Il va falloir les modèles aussi sont difficiles parfois à interpréter. Ce sont des modèles qu'on considère parfois comme des boîtes noires. Et aussi sur la fiabilité de ces modèles. Aussi, le point, c'est comment est-ce que parfois une vague de chaleur, il y a un impact sur une maladie, ça peut déclencher des maladies cardiovasculaires, mais est-ce que l'impact est tout de suite ou est-ce que l'impact va être plus tard? Donc, trouver ce lien à chaque fois. Et après, comme piste autre qu'on souhaiterait étudier, donc c'est peut-être le lien avec on a des données sur le pollen et sur la pollution de l'air, mais il faudrait dans un premier temps essayer d'évaluer les corrélations entre ces facteurs environnementaux et les maladies. Oui, je reprends rapidement la parole. On m'entend là? C'est bon. Pour la troisième partie qui va être assez rapide et qui fera office un peu de conclusion, puisque ce sont du coup les principaux livrables et du coup les principales choses qu'on veut réaliser dans le cadre de ce GT. Donc vous l'avez vu, on en a parlé dans les différentes parties, mais il y a une composante pour sensibiliser nos actuaires et du coup les gens qui veulent travailler sur ce sujet. Il faut qu'on puisse avoir un état des lieux et un intérêt qui a été porté au sujet par les actuaires. Et donc du coup, ce qu'on veut faire, c'est déjà cartographier ces impacts, donc compléter un peu tout ce dont on vous a parlé en première partie. Donc vulgariser les documents existants et cibler les principales expositions au risque des assureurs français par exemple. On veut aussi cartographier toutes les actions de prévention qui existent. Donc vous voyez, on a beaucoup parlé. On a vu que en fait on se rendait compte que de nombreuses actions de prévention sont déjà mises en place et depuis pas mal de temps par des acteurs publics ou donc des villes, des associations ou des autorités de santé par exemple. Il faut qu'on arrive à avancer du côté des assureurs sur ce sujet-là et nous aussi arriver à voir ce qui peut être fait. Et enfin, on a travaillé de recensement des données qu'on a commencé et dont on vous a parlé, les données disponibles. Donc c'est comme sur tous les sujets, c'est une problématique importante pour pouvoir avancer dans la modélisation et du coup pouvoir se poser des questions sur les modèles qui existent et qu'est-ce qu'on peut mettre en place et qu'est-ce que les actuaires peuvent mettre en place. On a envie aussi de travailler sur les actions de prévention, comme je disais, qu'on peut mettre en place et essayer de proposer un document qui pourrait permettre de faire des propositions réfléchies entre actuaires dans le cadre de ce GT qu'on destinerait à l'Institut. Et en même temps, en tout cas en parallèle, ce qu'on veut essayer de faire, c'est d'organiser, ce que beaucoup de gens ont voulu faire et ont proposé dans le GT, c'est d'organiser des webinaires sur le sujet, donc en essayant de contacter des spécialistes qui ne sont pas forcément des actuaires et les intégrer à nos discussions, donc des sachants, médecins, biologistes, physiciens qui peuvent nous aider à avancer sur ce sujet-là et le faire aussi dans le cadre à la fois de webinaires, mais aussi éventuellement dans l'organisation d'un événement ou pendant un événement, d'une table ronde qui permettrait d'avoir un débat sur le sujet entre actuaires, mais aussi avec des spécialistes, comme je disais, de la santé, comme les médecins, mais aussi du climat. Donc voilà, c'était les éléments qu'on voulait vous partager, qui sont du coup, comme disait Voï, très récent d'un GT qui a commencé il n'y a pas longtemps. Donc c'est un peu le compte-rendu des premiers travaux. Donc si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas. Si vous avez envie de vous joindre, n'hésitez pas. Et voilà. Et bonne fin de journée en tout cas. Je pense qu'on est dans les temps. On a 5 minutes de questions, s'il y a des questions. C'est le timing qu'on a utilisé. Oui, c'est bon. Oui.
Des questions ou des remarques aussi, puisque c'est un sujet quand même qui est très nouveau et qui... Oui. Curiosité. Ah oui, voilà. Donc avec les incendies qu'il y a eu en Australie il y a quelques années, c'était un cas un use case où on a pu voir des impacts immédiats sur la santé. Je ne sais pas si vous avez eu il y a des études dans vos radars à ce sujet-là. Non, pas à ce stade, mais justement, nous on est comme vous. Hein, oui. 2 mois, on n'était pas du tout sur le sujet, mais alors là, pas du tout. Mais par contre, effectivement, ça peut être, d'ailleurs, il y a Thomas qui est en train de noter, parmi les sujets, peut-être des axes en fait, d'investigation qu'il faut qu'on regarde pour documenter ce type de choses. Aujourd'hui, dans le GT, effectivement, c'est un sujet qui n'est pas ressorti encore, ce type de choses. Et pourtant, c'est un vrai sujet qui peut être intéressant. Pas d'études d'impact sur ce sujet-là en particulier, mais on peut prendre les incendies en Australie, les incendies en Californie. On peut prendre... oui. Voilà, il y a beaucoup de cas comme ça qui peuvent être regardés, mais on n'a pas encore vu, enfin, on n'a pas encore trouvé d'études ou eu le temps de décortiquer ces études-là. Bonjour, je vous remercie pour la présentation. J'ai une question par rapport à la partie quanti. Comment vous pensez la faire? Parce que évolution des actes que vous avez recensés, après il y a tout ce qui est évolution normale, liée au réglementaire, inflation médicale, augmentation de la fréquence. Comment vous alliez à la fin isoler juste la partie climatique? On est sur la base d'Amir, qui est clairement imparfaite pour répondre, hein, mais en tout cas, on a une notion de fréquence, et pas qu'une notion de coût. Donc, déjà, pour enlever la problématique inflationniste des coûts de santé, on a déjà une information de consommation unitaire, qui peut permettre de voir est-ce qu'il y a davantage de rendez-vous médicaux. Alors après, je suis d'accord que c'est un sujet complexe, hein, parce que ne serait-ce que même la quantification, si on regarde le nombre de rendez-vous médicaux, vous augmentez le nombre de médecins, ça augmente le nombre de rendez-vous. Alors heureusement, notre pays, on n'est pas à la hausse, mais malgré tout, il y a ce sujet-là, c'est qu'il y a beaucoup de facteurs qui viennent polluer, d'une certaine façon, la lecture des données de santé. Donc comment isoler, ce sera un vrai sujet, mais on peut espérer, si on avait des bonnes données géographiques, on pourrait espérer que ce soit relativement visible et que sur le peu de temps, si on regarde un espace-temps assez court post-événement, on puisse capter l'effet. Mais je suis d'accord qu'il y a pas mal de choses qui viennent un peu dans le même panier. Ouais. Pour compléter aussi, on a pas encore des ambitions aussi hautes que la question dont vous parliez. C'est vrai que la première ambition du GT était de sensibiliser et de pouvoir un peu présenter ce qui existe aujourd'hui aux actuaires pour que les actuaires se posent la question et s'intéressent au sujet, même si les assureurs en tant que tels s'y intéressent. Il faut que les actuaires et chaque personne qui est ici ou qui va regarder par exemple le résumé de ce qu'on s'est dit puisse se poser la question. Et donc voilà, pour le moment l'ambition, est-ce que le GT sera capable de faire de la modélisation? Je ne suis pas sûr pour le moment. Puis en plus, comme on l'a vu, pour le moment, les données, elles sont assez partielles. Elles sont disponibles en open source de manière assez partielle. Et les données qui seront plutôt utilisables, c'est les données des assureurs, finalement. Donc, ils auront en interne. Donc, ce sera plutôt aux assureurs de le faire. Donc, je ne sais pas si notre rôle, ou en tout cas, si l'ambition du GT est d'aller jusqu'à la modélisation, mais déjà de montrer ce qui existe. Je pense qu'on peut même dire que ça en fait pas partie, Thomas, de modéliser, qui est, comme on l'a dit, très complexe et qui, je pense, nécessite un niveau et puis des moyens qui ne sont pas nos moyens de bénévoles de quelques heures par mois, on va dire. Mais c'est de dire, il y a un sujet, et il faut que nous nous en occupions, nous tous, dans nos entreprises. C'est un peu ça le sujet qu'on veut porter, surtout par rapport au silence, si on peut appeler ça silence, par rapport aux impacts du changement climatique sur la santé quand on regarde les autres volets IARD, en fait, comme s'il n'y avait pas de problème.
C'est surtout ça le but. Ah, il est 31. S'il y a une autre question, sinon. Écoutez, merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Et puis...